je vais commencer avec une petite intro, la première question, et puis derrière, la parole sera au lecteur. Ok. Ils Waouh. ont plein Toujours de un questions à vous peu. poser. Eh ben. Et on a encore 5 minutes. Ah, non, Bon, je vous raconte une blague. Ouais, bah voilà. Ou une chanson. Hop. Bon, on a le temps. Oui. Bon, on commence? Allez, on y va. Alors on y va. Ok. Donc les portables en mode avion, c'est fait. Bonjour à tous, bienvenue Philippe Manœuvre. Merci. Merci à vous d'être à Sud-Ouest aujourd'hui. On va faire une rencontre avec ceux de nos lecteurs qui ont eu la chance d'être tirés au sort pour participer à cette rencontre autour de votre nouveau livre qui s'appelle Rock. Ma vie est un roman, qui vient de paraître chez HarperCollins. Philippe Manœuvre, petite bio express. Ben oui, allez-y. Vous avez 63 ans, vous avez grandi à Chalon-sur-Marne. 1968, ça a été une année importante parce que c'est aussi celle où vous êtes allé pour la première fois à un concert. C'était Michel Polnareff à Reims, si j'ai bien lu. Vous avez publié à l'âge de 19 ans votre premier papier dans Rock and Folk. C'était un plaidoyer pour la défense de Raw Power, l'album de Iggy and the Stooges. Très vite, vous avez commencé à faire des piges dans différentes rédactions, à travailler à RTL notamment. En 77 et jusqu'en 84, vous avez travaillé à Métal Hurlant et aux Humanoïdes Associés. Vous avez commencé comme secrétaire de rédaction, puis vous êtes devenu rédacteur en chef de Métal Hurlant. Avec les Humanos, vous avez publié près de 200 livres, si j'ai bien compté, ce qui est quand même formidable. Donc dans le lot, il y a quelques ouvrages qui sont devenus vraiment cultes. C'est vrai. Ouais. 1982, on vous voit débouler dans le petit écran. Les enfants du rock, par la grâce de Alain de Greff et Pierre Lescure, une grande épopée télévisuelle, l'impeccable, Sex Machine, j'en passe, et des encore meilleurs. 1993, retour au bercail à Rock et Folk, dont vous devenez le rédacteur en chef, ce que vous êtes resté jusqu'à l'année dernière. On vous a vu aussi à la télévision comme juré de la Nouvelle Star, ce qui était assez inattendu, mais ma foi... Assez joyeux. Ouais, très, très sympathique et assez jouissif même parfois. On peut vous entendre maintenant dans Les Grosses Têtes. Et oui, sur RTL. Alors, J'ai rejoint la grande famille des grosses têtes. Voilà. ouais, c'est pas rien. Pour tous ceux qui disent que vous aviez déjà la Et grosse tête. voilà, il y a des gens qui disent mais il l'avait depuis des années cette grosse tête. Pourquoi il n'y a pas été avant? Bah parce qu'on m'avait pas appelé. Voilà. Sur la couverture de votre livre, ou plutôt sur le bandeau qui orne la couverture, on peut lire que votre vie est un roman, ça c'est sûr. C'est votre nouveau livre de mémoire chez HarperCollins. Vous aviez déjà commencé à raconter votre vie il y a pas loin de 30 ans. 33 ans. Ouais, dans L'Enfant du Rock, Voilà. c'est ça? Ouais. Et vous avez aussi écrit plein de bouquins sur les Rolling Stones, qui sont une de vos grandes marottes ou de vos grandes passions. Oui. Michael Jackson, James Brown, Michel Polnareff et Joe Starr, avec qui vous avez travaillé pour leur biographie. Vous êtes à la fois, Philippe Manœuvre, si on résume tout ça, vous êtes à la fois un homme de médias, un éternel adolescent, un jeune retraité, un personnage de cartoon presque aussi, et presque une rockstar. Et un papa. Et un papa. Quand même. Et un papa surtout, parce que j'ai 3 enfants. Hein. J'ai une fille de 30 ans, j'ai un fils de 7 ans, et j'ai une fille de 2 ans. Alors, rendez-vous compte. Qui s'appelle Lily Rock. C'est pas courant. Il y a Philippe Manœuvre qui peut avoir un enfant qui s'appelle Lily Rock. Ah ben, je suis arrivé à l'état civil, et bah, Lily Rock, bah, évidemment, bah oui. Ok, la première question, elle est pour moi. Ensuite, ce sont les lecteurs qui vont vous passer sur le grill, comme on dit dans le jargon. Ok. La première question, elle est pour moi, mais en même temps, vous la connaissez, cette question, parce que vous l'avez posée plus de 1000 fois aux lecteurs de Rock et Folk.
Être rock, Philippe Manœuvre, qu'est-ce que c'est ? C'est être amateur d'une certaine musique. Hein. Le rock, c'est une musique, voilà. Mais tout le monde ne fait pas du rock. C'est vraiment une musique très précise. C'est une forme musicale. Et puis après, c'est devenu une attitude, c'est devenu un mode de vie, c'est devenu plein d'autres choses qui se sont raccrochées sur la musique. La musique, elle a commencé le mois où je suis né, hein, en juillet 54. Donc ce 45 tours d'Elvis est arrivé et tout de suite, voilà, ça a été les changements ont commencé à partir de là. Les jeunes Américains sont devenus fous de ce chanteur blanc qui chantait comme un noir avec des accents noirs. Et depuis, ça a été le rock a continué dans le plus grand désordre, à semer le chaos un peu partout et à poser des questions et à changer les têtes des gens et leur façon de voir la musique. Moi, je vois ça un peu comme ça, quoi. C'était une fantastique aventure intellectuelle, spirituelle, et puis amusante aussi. Il s'est passé des choses mais formidables. Mais être rock, c'est pas seulement porter un perfecto et des lunettes noires. Ah bah si, déjà, on passe c'est un bon début, voilà. Moi, je m'habille comme ça tous les jours. Hein. C'est pas que quand je viens vous voir en province. C'est vraiment mon costume depuis 1973. Je m'habille comme ça, quoi. Voilà, je suis très content. Je ne cède pas aux divers dictats de la mode et je suis très content de voir qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes portent des perfectos. Le perfecto, c'est quand même déjà, si on fait l'histoire du perfecto, voilà bien un vêtement qui nous interpelle, quoi. Au début, c'est les bikers américains qui ont ce truc-là. Et ensuite, ça va évoluer au fur et à mesure. Il y a des gens qui vont empoigner le perfecto pour dire, voilà, c'est notre déclaration de guerre à une certaine société. Et aujourd'hui, c'est les femmes qui portent le perfecto et ça dit quelque chose. C'est elles qui tiennent le volant maintenant. C'est elles un peu les chefs. C'est cool. C'est très bien comme ça. La première question, c'est Diego Gilles qui va vous la poser. Oui. Donc on a évoqué déjà certains albums. Alors moi je me pose comme question. Donc quel a été donc l'album qui a précipité donc en vous l'envie d'aller investir le monde musical et par extension quel artiste et donc album a eu un impact crucial dans votre vie ? Les Stones. Les Rolling Stones, hein, vraiment, c'était ça. Bon, je suis arrivé dans le rock, il y avait les Beatles qui sévissaient, qui étaient là. C'était formidable. On n'était pas mécontents. Hein, quand on a eu le double blanc qui est arrivé en 68, c'était le festin, quoi. On en avait, il y avait tout ce qu'on pouvait imaginer, quoi. Mais les Rolling Stones, je disais ça à ma femme ce matin. Je disais, mais est-ce que tu te rends compte, quoi, les Stones sont là. Clint Eastwood est toujours là. C'est des artistes. C'est fou quand vous êtes amoureux d'un artiste à 12 ans et aujourd'hui à 63, 64 ans, l'artiste est toujours là. On a fait un bout de chemin ensemble. Que ce soit Clint Eastwood comme acteur, que ce soit les Rolling Stones, Paul McCartney, Bob Dylan, voilà, c'est les trois grands noms de la musique qui restent aujourd'hui. Hein, tant qu'il y a les Stones, Bob Dylan et Paul McCartney, les années 60 ne sont pas tout à fait terminées et on continue. Et les Stones, il n'y a pas si longtemps, ils étaient à la U Arena à Nanterre, puis à Marseille. Paul McCartney, il y a un mois, était aussi à Nanterre. Et puis les Stones vont tourner tout l'été aux États-Unis. Moi, je suis content, quoi. C'est mon groupe, ils sont là, je suis là, on est tous là, et ça continue, donc c'est merveilleux. Dans le livre, vous parlez beaucoup des Rolling Stones. Ah bah oui. Vous parlez beaucoup de votre amitié avec Keith Richards. Mais mon amitié, on peut pas être. Comment peut-on être ami avec quelqu'un qui gagne le PNB du Cameroun C'est dément. Enfin, vous vous rendez compte Mick Jagger n'a pas poussé un bouton d'ascenseur depuis 20 ou 30 ans. Il y a toujours un garde du corps avant qui lui ouvre la porte, un autre qui pousse le bouton, un autre. C'est des gens qui sont des stars absolues. Alors, on peut être connu d'eux, on peut arriver à se faire connaître à coups d'articles, de persévérance, d'interviews. Moi, j'ai rencontré les Stones très souvent, une vingtaine ou une trentaine de fois en tout. J'ai assisté à des répétitions des Stones, j'ai vu des concerts en club, j'ai eu des concerts en stade, j'en ai vu plus de 70. Je m'estime très heureux. J'avais un rêve quand j'étais gamin à Châlons.
Je rêvais des Rolling Stones dans ma chambre. J'avais envie de faire partie de leur bande, quoi. Je trouvais qu'ils s'habillaient mieux que les autres, qu'ils avaient un côté un peu dangereux, qui était séduisant pour un adolescent. Ils n'avaient pas l'air de faire les choses comme toute la société l'exigeait à l'époque. C'était des rebelles, mais ils se rebellaient pour des raisons qui nous paraissaient tout à fait intéressantes. Et voilà, donc je suis très heureux de ça. Un album en particulier pour préciser la question? Moi, je suis en ce moment. Qu'est-ce que j'écoute? En ce moment, moi, j'écoute des compilations. Je me remets la compilation octogonale là. Oui, j'ai des disques au vinyle. Je les ai tous. Je me ressors ça. Big Hits, High Tide and Green Grass. Voilà. Et c'est parce qu'en fait, c'est tous les 45 tours des Stones qui, à l'époque, ils n'étaient pas sur les albums, ces morceaux-là. Il y avait Beggar's Banquet sortait, il y avait un 45 tours, mais qui n'était pas sur l'album. Donc, il y avait des morceaux en plus, il y avait des faces B admirables. Et c'était un chemin incroyable. Dans chaque pays, l'édition était différente. Les pochettes de 45 tours variaient d'un pays à l'autre. Alors, collectionner les Rolling Stones, c'était la porte ouverte à des aventures mythiques. Je me suis retrouvé dans des pays, en Australie, un jour à Melbourne, et j'avais quelques heures devant moi, et je me suis dit, il doit y avoir des pirates des Stones, des trucs. Donc, c'était au début des années 80. J'ai traversé la rue, j'ai vu un chevelu, j'ai été lui parler, je lui ai dit, est-ce que tu sais où on pourrait trouver des pirates des Stones? Il m'a dit, mais à 4 rues d'ici, il y a un truc, tu descendras au sous-sol, reste pas en haut il y a des disques, mais tu vas au sous-sol et tu demandes au vendeur. Et j'ai acheté un pirate des Stones à Melbourne. Voilà, c'est des souvenirs idiots, mais ça a fait notre vie. Okay. J'ai passé ma vie à courir derrière les Rolling Stones. Stéphane a une question. Bonjour Philippe. Au cours de toutes vos interviews, quel est l'artiste ou le groupe qui vous a le plus impressionné? J'ai été impressionné par Iggy Pop. Iggy Pop, c'est un artiste qui m'impressionne parce que d'abord, il est tout petit, il est adorable, il est très gentil. Et quand il monte sur scène, il se passe quelque chose. Et c'est une autre personnalité. Il est carrément, c'est vraiment une personnalité double. Il y a le Iggy Pop dans la vie, qui est un garçon, mais adorable, charmant, inquiet, ça va, tu vas bien, tu veux un verre d'eau. Et quand il monte sur scène, c'est Iggy, quoi. C'est le king absolu, quoi. Il déclenche, il saute dans la foule. C'est le gladiateur du rock. Il a les groupes les plus dangereux de la planète. Ça lui fait pas peur d'avoir un Sex Pistols à la basse et un Guns N' Roses à la guitare. Il y va et il déclenche toujours quelque chose. Il arrive toujours à obtenir une réaction du public. Le public, c'est une masse qui est souvent, qui bouge pas trop, qui est là, très difficile à contrôler. Iggy va toujours obtenir une réaction positive. Il a une attitude scénique démente. Et donc, c'est hyper impressionnant de voir quelqu'un qui a réussi quand même à avoir une vie. Il n'est pas en prison, il n'a pas... Oui, il a pas... Non, mais c'est vrai, parce que... Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il est toujours avec nous, il est resté beau. Donc, on est fiers d'Iggy Pop. Stéphane, vous voulez prolonger? Oui, j'ai une autre question qui est liée. De tous les artistes ou groupes que vous n'aviez pas interviewés, quel est celui ou ceux que vous auriez aimé rencontrer? J'aurais aimé rencontrer Jim Morrison et Jimi Hendrix. C'est même pas. Mais je suis arrivé, ils étaient déjà morts et les gens disaient d'ailleurs tout est fini, hein, c'est terminé le rock, hein, ils sont morts. Hein, qu'est-ce que vous faites là? Et bon, vous vous rendez compte. Bon, mais c'est des. Jimi Hendrix, tous les guitaristes continuent à jouer exactement dans ce qu'il a défini en 3 albums et aujourd'hui il n'y a pas un guitariste au monde qui n'essaye pas de jouer comme Hendrix. Et Jim Morrison, ça reste le symbole du grand chanteur de rock disparu, quoi, l'ultime chanteur de rock, le plus grand peut-être de tous les temps pour moi. Mais voilà, ça se fera pas. Mais c'est bien aussi d'avoir des choses qu'on ne peut pas faire. Frédéric a une question qui va dans ce sens-là aussi. Merci. Bonjour. Bonjour Frédéric. On a à peu près le même âge, puisque moi j'ai 63 ans, pareil. Ah oui. J'ai eu la chance de voir, comme toi, le Grateful Dead, mais pas sous la pluie. J'ai vu Sous le soleil à San Francisco et c'était fabuleux. C'est un moment qui marque à vie. Et ma question d'ailleurs se rejoint un peu par rapport à ce qui était posé précédemment. Est-ce que tu as des regrets sur ce que tu n'as pas vu au niveau des groupes?
Mais oui, le Grateful Dead, moi j'ai un regret, c'est que j'étais invité à aller les voir en Égypte. Et c'était en 79, tu vois, l'époque un peu punk et tout. Et le rédacteur en chef de Rock et Folk s'est dit, je vais même pas lui en parler, il va me jeter, pourquoi Manœuvre irait voir le Grateful Dead. Et donc ils ont donné les places à un type qui avait un magasin de guitare, qui a fait le compte-rendu du concert Grateful Dead à Gizeh, devant les pyramides. Et moi, quand j'ai découvert que j'étais invité et qu'on m'avait même pas dit, tellement on pensait que j'allais les jeter, j'ai dit, mais vous êtes fous, c'était un des rêves de ma vie. Voilà. J'ai revu, après, ils m'ont réinvité. La dernière fois, ils ont joué au Zénith à Paris. Et c'était fabuleux. Alors, le Grateful Dead, voilà, c'était un groupe qui aimait beaucoup rock et folk, qui préférait ne parler qu'à des journaux de la presse rock, pas du tout à la grande presse. Voilà, c'était des vrais artistes hippies. Hein, c'était peut-être le groupe le plus hippie de tous les temps, le Grateful Dead. Mais quand ils jouaient, ils bougeaient, on avait l'impression qu'ils bougeaient des... Ouais, puis ils avaient joué 5 heures. Moi, quand je les avais vus, ils avaient joué 5 heures, c'était fabuleux, quoi. C'était l'extase, c'était... Il y a un concert que vous ne pourrez pas rater, c'est celui du Stade de France, fin juin. Le 29 juin, on va faire le Stade de France. Moi et 1000 rockers, on invite tous les gens qui se sentent capables de jouer du rock pendant 2 heures, qui connaissent les grands classiques rock. On les invite à s'inscrire sur le site du Stade de France, stadedefrance.com, et on va réunir 1000 rockers. Donc il y a 300 guitaristes, 250 bassistes, 280 chanteurs, des batteurs par centaines. On les installe tous sur la pelouse, là où il y a les joueurs d'habitude. On met le public là où c'est prévu et ils vont jouer à 1000 ensemble. Ils vont jouer quoi? Ils vont jouer les grands classiques du classique rock, ils vont jouer Highway to Hell, ils vont jouer du AC/DC, du Led Zeppelin, du Rolling Stones, du Beatles, du Queen, du Steppenwolf, du Jimi Hendrix. Voilà, on va faire Johnny Hallyday aussi. Et il y aura un hommage spécial à Johnny, bien sûr. On va faire. Johnny Hallyday a fait 9 fois le Stade de France, donc si on met 1000 rockers sur scène, on est obligé de faire un hommage à Johnny. Il a ouvert la voie. Hein. Un jour, il m'avait dit ça pendant la tournée américaine. Il m'avait dit, tu te rends compte, j'ai emmené le rock dans les stades et c'est un truc qu'on peut pas lui retirer. Johnny Hallyday a emmené le rock, il l'a emmené de l'Olympia à Bercy. Je me souviens, quand il était à Bercy, lui, il restait 3 semaines. Un jour, il y avait Sting qui m'avait dit, mais nous, on fait 2 jours avec Police. C'est qui le dénommé Johnny Hallyday? Il fait quoi exactement pour rester 3 semaines à Bercy? Et il a emmené le rock de Bercy vers le Parc des Princes, et puis le Stade de France. Ça, c'est lui qui a fait ça, c'est vrai. Alors, puisqu'on parle justement de la relation entre la France, le rock, ce que Johnny a fait ici, Mathieu a une question. Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Je suis content de vous rencontrer. Je suis un fidèle de Rock et Folk depuis 95. Ah bah merci. Ouais. Première couve avec Neil Young qui sauve Pearl Jam. C'est un grand souvenir. C'est là que tout a démarré. Je voulais vous demander comment expliquez-vous la relation difficile justement entre la France et le rock par rapport évidemment aux anglo-saxons en premier lieu, et même je pense aux autres pays européens, parce que l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, grosse culture rock. Que ce soit à travers des radios, des médias, tous ces gros groupes qui viennent faire le tour de l'Europe et qui évitent soigneusement le marché, entre guillemets, français. J'aime pas ce terme. La France fait un peu peur, c'est sûr. Notamment, elle fait peur aux managers de certains groupes qui se disent « Et si la révolution éclate en France ?» Pendant qu'on est là, avec 5 camions de matériel remplis, qu'est-ce qu'on fait? On est bloqué, la tournée s'arrête. Donc il y a un peu ces problèmes actuellement pour beaucoup de groupes. C'est vrai que la France est considérée comme un des pays les moins rock de la Terre. Quand les Stones font un stade en France, ils en font généralement 8 en Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, la France, c'est un pays spécial. Voilà, la France, c'est d'abord un pays, la langue est française, et donc c'est une langue difficile à faire sonner en musique. C'est pas facile. Alors, est-ce qu'il faut faire du rock en anglais? Est-ce qu'il faut faire du rock en français? Bon, les 2 théories se valent.
Et le rock en France, ça a toujours été un peu difficile, c'est sûr. C'est pas un pays ouvert. L'idée des 1000 musiciens au Stade de France, elle nous vient d'Italie. C'est les Italiens qui ont commencé ça. Ça, c'est une belle surprise, par contre. Ouais. Mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que les Italiens sont venus et de tous les pays, c'est la France qui a dit « Ah ben nous, on le prend, on va essayer. L'Allemagne va le faire 6 mois après nous. » Mais c'est sûr que la France, c'est un pays déjà aussi qui a des traditions musicales. La France était le pays de l'accordéon en 1960. Alors, il a fallu dégager l'accordéon, remplacer ça par les guitares électriques. Ça n'a pas été toujours facile. Et puis la France, c'est un pays qui a des traditions. Le spectacle vivant a mis beaucoup de temps à découvrir le rock. Il y a eu des aventuriers, il y a eu des petits promoteurs. Je me souviens quand Zermati organisait le festival punk à Mont-de-Marsan. Enfin, du coup, on a fait des choses qu'on était les seuls en Europe à faire. Le festival punk, on était bien les premiers à faire ça, par exemple. Et il avait fait 2 ans. Franchement, ils auraient pu continuer. Ils pourraient même recommencer aujourd'hui. Enfin, voilà. Bon, c'est un pays où ça n'a pas été simple, mais on a retroussé nos manches, on a essayé. Aujourd'hui, on a le public qu'on a, et c'est pas mal. Wow, on arrive à faire nos trucs. Il y a un monde rock, il y a un monde rap. Aujourd'hui, c'est le monde du rap qui est en train de monter. On le voit aux victoires de la musique, on le voit quand on regarde les chiffres de vente. Alors, on a toujours Johnny Hallyday qui a vendu 1 500 000 albums, ce qui est un record mondial. Eminem a vendu 700 000 au monde, c'est le numéro 2. Et Johnny, ça va être le premier vendeur de disques au monde grâce à la France, grâce à cet incroyable album ultime, etc. Bon, alors c'est une victoire pour le rock. Les Français, ils étaient un peu comme l'anglais n'était pas leur langue. Il y a une époque en France, tu disais How are you, personne comprenait un mot. Donc les Français, ils ont été un peu effrayés par le rock. Et au début, ils ont fait du rock comique. Les premiers 45 tours rock en France, c'est Henri Salvador, c'est Macaque, c'est des trucs un peu gag, quoi. Parce qu'on se dit, c'est tellement, on va jamais y arriver, on n'est pas Elvis, on n'est pas, donc on fait des trucs au bonheur des dames. On n'a pas David Bowie, on n'a pas T-Rex, mais on a au bonheur des dames. On a un groupe qui fait aussi des trucs, mais qui sont pas mal quand même quand on réfléchit. Puis, après, on a eu Gong, qui était aussi un groupe psychédélique, mais comique, avec des trucs un peu clownesques. Voilà, parce qu'on avait un complexe. On a eu un complexe d'infériorité. Et puis après, il y a eu Téléphone, il y a eu Noir Désir, et le complexe, on s'est dit, là, on est aussi fort que les autres, puisque les Stones prenaient Téléphone en première partie. Noir Désir, les dernières tournées, c'était colossal. Ils ne faisaient plus que des zéniths, ils faisaient 35 ou 40 zéniths. On n'avait plus à rougir, donc on a mis le temps. Mais on a créé quand même il y a un terreau en France. Moi, je le vois, mon livre marche bien. On en est à 50 000 exemplaires. Donc, c'est une victoire pour la France. Un livre rock qui s'appelle Rock, qui parle que de rock à toutes les pages. Faire 50 000 en France, tu te dis, déjà, bravo, merci les Français. Vous voyez, finalement, il y a un noyau. Et après, quand on a un truc, il faut faire briller et on va s'y employer. Moi, je continue à faire des séquences en France où je vais voir des villes comme ça, je rencontre les gens, je dédicace, je parle avec les gens, je rencontre les lecteurs des journaux, voilà, et c'est ça le rock. Faut pas baisser les bras. Et je veux dire, le combat devient très intéressant maintenant, quoi. Ça n'allait pas au rock d'être la musique number one au monde. On n'est pas des nantis, on n'est pas des bourgeois. Ça nous va pas. Et là, maintenant qu'il y a les gens du hip-hop qui sont en train de monter en puissance, on va voir comment on va répondre, ce qu'on va faire. Et je pense que les 10 prochaines années vont être très, très intéressantes en matière de rock. Je reviens juste sur l'histoire des 1000 rockers au Stade de France pour souligner. Ça s'appelle Rockin' 1000. Rockin' 1000. Il y a un projet en tout point similaire qui est en train d'être monté en ce moment dans la région, à Dax, par l'association Land Musiques Amplifiées. On serait voulu de ne pas le préciser. Elisabeth a une question. Oui, Elisabeth. Elle n'est pas là.
Alors, Elisabeth avait une question. Okay. Mais tu sais quoi? Elle n'est pas là. Alors, c'est quoi cette question? Peut-être l'avez-vous La question d'Elisabeth, c'était la façon dont les albums qui figurent dans les ouvrages de la discothèque idéale, de quelle manière les avez-vous choisis? C'est moi qui les ai choisis tout seul. Comme un grand. Voilà, je me suis fait un peu disputer après, parce que quand le livre est sorti en 2005, tout le monde a hurlé « Quoi, le Velvet, vous êtes sûr ?» Et aujourd'hui, les choix que j'avais faits dans ce livre, c'est les bons, c'est les groupes qui ont continué à être réédités. Alors à l'époque, ça avait scandalisé, il y a des gens qui avaient dit « Quoi, il a oublié ceci ?» Évidemment, si on essaye de raconter 50 ans d'histoire créative en 100 produits, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre tout le monde. Il n'y avait pas Dire Straits, il n'y avait pas The Police. Je me suis excusé, j'ai fait un tome 2 pour remettre tous les pendules à l'heure. Et j'ai essayé, mais aujourd'hui, la discothèque idéale a dépassé 100 000 exemplaires. Depuis 2005, wow. Le livre continue à être réédité. Et c'est un peu la porte d'entrée dans le rock. Je me dis, quelqu'un qui achète ça, il saura tout sur le rock anglais, anglo-saxon, de Elvis aux Libertines, s'il y a un bon résumé. Après, on a fait un livre sur le rock français. Après, on a fait un tome 2 de la discothèque idéale. Après, j'ai fait les disques collector, oubliés de tous. Voilà, je continue inlassablement. Tous les 2 ans, j'essaye de sortir un nouveau volume discothèque. Là, je suis en train de travailler sur les albums cultes, c'est-à-dire les disques dont tout le monde parle, mais que personne n'a écouté. Et je suis en train... Mais ouais, ça va du Velvet Underground au Cure, en passant... Enfin, c'est les groupes un peu... les groupes cultissimes, voilà. D'accord. Frédéric a une nouvelle question, elle est assez pointue. Non, enfin, pointue. Oh, non. Permettez-moi un commentaire. Hein. Oui, merci. non, juste, le sujet a été un peu abordé, mais je voulais savoir pourquoi, d'après toi, les locomotives américaines, type Eagles, Doobie Brothers et tout ça, ne passent pas en France. Parce qu'ils demandent beaucoup d'argent. Là, maintenant, ça devient vraiment ça force les promoteurs à faire des places à 80 €. Et tout le monde se dit, est-ce que vous croyez qu'on va remplir avec les Doobie Brothers, et c'est sûr Eagles, que les Eagles. Les Eagles, mais c'est les promoteurs... Moi, je vais les voir à Anvers au mois de mai. Bon, les places, c'est 140 €, mais c'est 15 000 personnes, c'est 1000 francs, c'est plein. 1000 francs pour voir un concert. Alors, c'était les prix de la calasse à la fin. Est-ce que, oui, c'est les Eagles waouh, Joe Walsh, voilà, ils sont là. Donc, mais est-ce que ça vaut quand même 1000 francs par concert? Enfin, les promoteurs français ont un peu peur. Nous, la France, vous le savez, on est en crise et il y a des promoteurs qui ont un peu peur de se dire on va se retrouver avec un Bercy ou un POPB pas rempli. Et c'est des groupes qui, eux, exigent le cachet comme si c'était plein. Ils veulent 300 000 € avant qu'on commence à discuter. Et après que la salle soit pleine ou vide, ils s'en foutent. Et donc, il y a des promoteurs français qui ont un peu peur. Voilà. Alors ça, c'est pour les locomotives. Mais après, il y a des groupes qui sont moins connus, comme Booker T, comme Walter Trout. Pourquoi ces gens-là ne passent pas en France? Oui. Walter Trout, par exemple, il a sorti un album qui est totalement explosif dans le blues. Et il passe pas chez nous. Il passe partout. Il passe à Pampelune, il passe à Saint-Sébastien. Je sais. Il passe pas chez nous. Alors, pourquoi? Parce que ok, Walter Trout, il va demander une fortune quand même, je pense. C'est vrai, et non, mais ça fait partie de cette timidité générale. Les gens ont peur de perdre de l'argent. Walter Trout n'est pas connu. Vous allez dire Walter Trout dans la rue, les gens vont dire bof, moi, vous savez. Le poisson. Ouais, c'est difficile. Canotite, non, mais c'est un métier Mayol, difficile et c'est jamais gagné. Et je vous dis, les 10 années qui viennent sont fondamentales si on veut pérenniser le rock. Corinne a une question. Bonjour Philippe. Bonjour Corinne. Alors j'ai une question qui rejoint un peu celle de Mathieu tout à l'heure. Comparé aux années 80-90, où on voyait beaucoup de clips de métal, hard rock, d'émissions de rock, aujourd'hui, que ce soit dans les télécrochets ou à la radio, on entend, le hard rock est quasi inexistant. Alors, est-ce que c'est pour vous un manque de prise de risque des médias, ou bien est-ce parce qu'il y a moins de talent qu'avant dans ce domaine?
les talents, ça se raréfie un peu quand même, hein, ça rétrécit. Hein. Vous voyez bien, à CDC, il n'en reste plus qu'un dans le groupe. C'est difficile d'organiser une tournée, un album. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être une des grandes questions de 2019. Mais on traverse des périodes comme ça, hein. C'est déjà arrivé. Bon. Et puis, il faut arrêter de se dire c'était mieux avant. Parce qu'évidemment, si on empile le Pop Club de José Arthur, les Enfants du Rock, Salut les copains, on a l'impression qu'avant, ah bah ouais, mais en fait, il n'y a jamais eu plus d'une émission rock en France. Jamais il y en a eu plus. Peut-être dans les années 80, à un moment, il y en avait 2. Mais bon, il y avait l'écho des bananes sur FR3 et les Enfants du Rock sur France 2. Mais aujourd'hui, honnêtement, vous avez une chaîne comme Arte, sur laquelle, toutes les semaines, on voit les documentaires sur David Bowie, on voit les documentaires sur Freddie Mercury, on voit Trax, l'émission qui essaye de nous montrer ce qui se passe en France avec les types qui cherchent à faire des trucs un peu différents dans le spectacle. On a l'été, vous avez les étés de Arte présentés par ou moi, ou Johnny Rotten, ou Iggy Pop. Je dis ça avec fierté, parce que je suis fier d'avoir démarré les étés de Arte et que ça continue tous les ans avec des programmations de films rock, donc on a gagné un peu de terrain quand même. On n'est pas dans le recul permanent et on peut bomber le torse quand même. On a des choses pas mal. Et puis il y a des radios entières sur Internet aujourd'hui. Vous avez des radios métal, vous avez des radios hard rock, vous avez des radios FM américaines. Vous avez une profusion de choses et c'est tout. Et aujourd'hui, on est à un clic de tout. Moi, je viens d'une époque, on entendait parler du Velvet. Le Velvet Underground, c'était pas distribué en France, c'était introuvable, il y en avait pas. Et tout le monde attendait, cherchait. Tu vas en Angleterre, tu peux pas essayer de trouver un Velvet, de me le ramener, enfin, des trucs. Alors c'était une aventure différente, hein, c'était comme un puzzle où on n'avait pas les pièces en plus. Alors, il fallait faire le puzzle, il fallait trouver les pièces à l'étranger, les ramener. Aujourd'hui, on est dans un monde, mais on est à un clic de tout, quoi. Et est-ce que ça n'a pas tué un peu le désir ? Je crois pas. Je crois pas parce que les gens, ils savent pas qu'il y a des trucs fabuleux qui existent. Plus que jamais, on a besoin de journalistes, on a besoin de gens qui attirent notre attention, qui se disent donc attendez, vous connaissez The Last Vegas, voilà, il y a des groupes américains qui font du boulot étonnant, hein, sur la piste des Guns N' Roses, il y a des petits nouveaux qui arrivent, mais on ne sait pas encore, on n'est pas. Donc on a besoin de journalistes, on a besoin de gens qui fassent des sites. Des forums, il y a un nombre de sites sur le rock incroyable, il y a des blogs et des blogs et des blogs où il y a des gens qui mettent leurs souvenirs, leurs disques préférés, leurs trucs. Donc moi, je suis obligé de dire non, la situation, elle est pas mal. On va passer à la question 11 de Isabelle. Oui. Isabelle ? Oui. Ah oui, réveillez-vous Isabelle. Oui, je suis subjuguée, franchement. Oh. C'est vrai. Alors justement, pour moi, Philippe Manœuvre, c'était les lunettes, les Arocs, désolé, et la frime. Et je vous ai écouté je ne vais pas raconter ma vie, mais un dimanche, c'était les rediffusions des grosses têtes. Et je vous ai trouvé vraiment comme nous, quoi, comme tout le monde. Donc j'ai acheté votre bouquin. Donc depuis, j'écoute les grosses têtes, j'essaye de trouver tout ce que je peux. J'avais acheté un bouquin il y a quelques années, vous aviez fait un bouquin sur les groupes de rock français. Excusez-moi, je suis très émue. Et voilà, et je suis en train de le relire en fait. Oh, voilà. Mais vous êtes adorable. Donc est-ce que vous avez fait ce livre pour ça, pour que les gens vous connaissent et vous reconnaissent excusez-moi. Non, j'ai fait le livre parce qu'un éditeur est venu me le demander vraiment. Hein, c'était les Américains de HarperCollins. Merci de votre question, mais moi je vis ma vie, je fais mes trucs, je suis toujours un peu en train de cavaler, aller chez un disquaire, fouiller les bacs. Enfin, c'est ça mon plus grand plaisir dans la vie, c'est de fouiner dans les vieux disques et puis faire les tournées pour mes livres, rencontrer mes lecteurs. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et voilà. Et puis, donc, à un moment, un éditeur américain arrive et me dit on a envie de sortir la biographie de Philippe Manœuvre. Donc, je me suis dit alors là. Waouh! Et on a commencé à travailler direct avec une journaliste il y avait une journaliste de première qui venait chez moi tous les jours et je lui racontais un chapitre de ma vie, voilà, et elle repartait avec ça. Elle a donné toutes les interviews à quelqu'un qui les a mises au propre.
Et ça, c'était pas du tout le livre que vous avez entre les mains aujourd'hui. Après, je prenais chaque interview et je l'écrivais. Parce que les interviews, c'était du langage parlé, c'était un bric-à-brac terrible, ça partait dans tous les sens. Après, j'ai essayé de faire un chapitre par grand sujet intéressant, voilà. Et donc, et puis ma vie, elle est en filigrane derrière, parce que c'est pour ça que j'ai appelé ça « Ma vie est un roman », parce qu'en fait, de par ma position, voilà que je me mets à rencontrer tous les gens importants du XXe siècle. Les Stones, les Beatles, je rencontre les promoteurs, je rencontre tous les groupes existants, puis après je me mets à rencontrer des acteurs comme Mel Gibson, comme Arnold Schwarzenegger, en faisant Les Enfants du Rock, on ouvre un peu au cinéma. Puis après j'ai rencontré tous les dessinateurs de bande dessinée quand je faisais Métal Hurlant. Donc j'étais un peu dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture. Me suis retrouvé à être un pape de la pop culture, en tout cas quelqu'un qui pouvait dire ah oui mais je connais Lou Reed, ah oui je connais David Bowie, j'ai interviewé. Puis en plus c'est pas je le rencontre, je lui dis bonjour, on fait un selfie, c'est je le rencontre, il s'assoit et il répond à mes questions pendant 1 heure et demie ou toute la nuit. C'est avec Lou Reed, ça continuait des fois. On commençait à parler le samedi soir et on se réveillait le lundi matin et on était toujours en interview. Et il y avait des assistants qui allaient acheter des cassettes vierges pour enregistrer les interviews interminables de Lou Reed, etc. De David Bowie, qui était fascinant. Enfin voilà. Donc je me suis retrouvé à les rencontrer tous. Et c'est un truc, moi-même, je me dis, t'as eu une chance inouïe, quoi. T'es quelqu'un... Bon, je suis pas riche, j'ai pas des milliards en banque, j'ai pas inventé le truc, le blog sur lequel tout le monde vient se précipiter, mais ou l'application qui va transformer la vie des gens du 3e millénaire. Mais j'ai rencontré tous les gens qui comptaient, quoi, tous les gens qui artistiquement m'avaient interpellé. Et je me sens un peu dépositaire de ça, quoi. Le sentiment que j'ai eu en lisant ce livre, j'ai cru reconnaître là-dedans parmi vos nombreux talents. J'en ai reconnu un qui m'a particulièrement marqué, c'est votre capacité à être la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Ah ben ça c'est le métier de journaliste, hein, voilà. Et puis de pas se prendre trop au sérieux. Tu vois, moi, j'avais des copains qui disaient je suis le journaliste qui a lancé le Velvet en France. Moi, je répondais, tu l'as lancé par la fenêtre, à quelle heure? Non, mais comment on peut dire ça, quoi? Je dis juste, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été là, j'ai essayé de faire le boulot, mais sans plus, quoi. Voilà, j'étais un déconneur, j'étais quelqu'un qui aimait bien rigoler, et c'était sans doute ça qui explique qu'ils m'ont tous bien aimé dans la musique. Et puis en plus, je pense qu'ils voyaient arriver un client... D'abord, je connaissais toutes les phases B de tous les 45 tours de tout le monde, donc ça, c'était appréciable. Des artistes qui se disaient, bah, quand même. Et puis, je parlais anglais. Et puis, j'avais 25 ans, j'étais le cœur de cible de tous ces rockers. Hein. Quand ils me voyaient rentrer dans la pièce, ils devaient se dire, oh, bah, soyons sympas avec lui, il va dire qu'on est géniaux et tous ces lecteurs vont acheter notre disque. Hein. Il y avait un peu de ce côté, quand même. J'ai rencontré que... des talents, que ce soit Keith Moon, Mick Jagger, Patti Smith, Lemmy de Motorhead, enfin c'était que des personnages géniaux, fabuleux, plein d'humour, avec des théories fracassantes. Non mais c'était dément, hein. On vous voit dans le livre en photo avec les Pistols pendant le fameux concert de Tigray en 77. On vous voit avec les Stranglers qui m'avaient attaché au 2e étage de la Tour Eiffel pour me faire une farce. Il y a la photo. Oui. La preuve. Et il y a une page que j'adore où il y a deux photos de vous avec Serge Gainsbourg, avec qui vous aviez une relation tout à fait particulière. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de la relation que vous avez eue avec Gainsbourg alors que vous étiez encore un gamin? Moi, je suis arrivé à 25 ans dans la vie de Serge Gainsbourg, qui avait 51 ans et qui s'apprêtait à sortir son album Aux Armes, etc. Et je lui ai dit, ce disque, ça va cartonner, ça va être énorme. Et il a rigolé. Il n'avait jamais vendu un disque à plus de 30 000 exemplaires. Mais il faisait des 45 tours pour des chanteuses qui se vendaient à des millions. Alors, donc, sa place était intacte. L'industrie autorisait les albums de Gainsbourg. Il va nous faire un album par an. Et un jour,
effectivement, aux armes, etc., comme je l'avais prédit, ça a été le carton total et ça a vendu 2 millions. Donc je pense que Gainsbourg s'est dit, tiens, le gamin, il m'appelait le gamin, il est pas con le gamin. Enfin voilà, et puis on s'entendait bien. On picolait comme des rats. On était, voilà, on avait un faible tous les deux pour la bouteille et on n'en a pas laissé beaucoup de remplis. Hein. On a vraiment, on a beaucoup picolé, mais en même temps, c'était un personnage fascinant. Il avait travaillé avec Jane Birkin, avec Brigitte Bardot, avec toutes les femmes les plus démentes de la pop. Il leur avait fait des tubes. Les bébés requins pour France Gall ou les trucs Teeny Winnie Boppy. J'ai pris mon LSD. Moi, j'étais admiratif de ce qu'il avait réussi à faire en 66 ou 67. Il faisait des chansons où on parlait de LSD. Tu te dis, mais c'était un grand bonhomme, ce Serge Gainsbourg. Et puis, il avait un humour décapant. Et c'était un garçon exquis, délicieux, voilà, un dandy. Donc il est au cœur du livre, c'est sans doute la personne avec Johnny dont j'étais le plus proche. Bien sûr, il était là, il pouvait m'appeler la nuit à 3h du matin. Les Stones, on les voyait le temps d'une tournée. Les Who, on les voyait 8 jours, puis ils repartaient. Après, c'était fini, on les revoyait plus pendant 2 ans. Alors que Gainsbourg, il était là, rue de Verneuil. On allait chez lui, il nous invitait, il faisait des soirées. Donc il avait ouvert sa porte aux enfants du rock. Il était très fier de passer. Moi, je l'ai connu. J'étais simple journaliste papier. Puis après, j'ai fait les enfants du rock. Évidemment, on a invité Gainsbourg. Et quoi qu'on lui ait trouvé à faire, qu'on le déguise, qu'on le ceci, qu'on le cela, il disait j'arrive, je le fais. C'est les enfants du rock. Enfin, c'était une belle aventure, quoi. Et vous faisiez partie d'une petite bande de jeunes gars. Qu'il appelait tous le gamin. Il y avait Bayon de Libération, il y avait Étienne Dao, le chanteur, il y avait Alain Pacadis, bien sûr, il y avait François Ravard, le manager de Téléphone, et ils nous voyaient tous séparément, mais voilà, il nous demandait ce qu'on aimait comme musique, il nous demandait quel était notre passe-temps sur le moment, qu'est-ce qu'on écoutait, hein. Et à un moment... parce qu'il a fait du reggae, et ça, les gens avaient adoré. Donc, il avait fait un album reggae qui s'était vendu à 2 millions. Et il fait l'album suivant qui se vend. Il refait un disque reggae qui se vend pas du tout, quoi. Et il fallait qu'il trouve une solution, qu'il trouve une clé. Et là, tous les gamins, que ce soit Dao, Ravard, Bayon, moi, on lui dit tous le même truc, le funk, c'est les années funk, c'est les années chic, c'est Nile Rodgers, c'est ça, Earth, Wind and Fire, c'était ça au début des années 80, enfin, c'était la grosse vague déferlante, sans parler de Michael Jackson, Prince et Madonna. Et donc, il a fait un album funk, You're Under Arrest. Non, mais c'était dément, hein, voilà que c'était nous qui donnions la clé de la suite à Serge Gainsbourg en personne. Mais une fois qu'il était sur scène, il était tout seul. Et c'était un talent énorme. Et avec des goûts, des blagues, toujours beaucoup d'humour. C'est ça la chose qui rassemble tous les musiciens que j'ai rencontrés, c'est l'humour. Ils ont tous un humour décapant. Il n'y a que Gainsbourg. Je racontais l'anecdote. Il joue à Tokyo. Il fait son premier concert au Japon. Et donc, à la fin, il dit arigato, ce qui veut dire merci. Mais comme c'est Gainsbourg, il dit arigato au chocolat. Donc, et toute la salle, personne ne comprend, évidemment, à part les Français. Et quand il est revenu de tournée, il était fier. Je me suis pas dégonflé, j'aurais dit arigato au chocolat. Et donc ça lui a fait 1 an, quoi, à raconter ça dans toutes les boîtes, tous les bars. Arigato au chocolat. Bon. Je garde la parole, excusez-moi, mais il y a un truc dont j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi, c'est qu'à cette même période, la période où vous fréquentez Serge Gainsbourg, qui est en train de prendre son virage reggae, c'est aussi la période où vous êtes rédacteur en chef de Métal Hurlant, et donc avec vos complices, les humanoïdes associés, vous révélez toute une nouvelle génération de dessinateurs en même temps que vous accompagnez des auteurs très très importants comme Mobius, etc. Le Festival d'Angoulême commence demain. Quel est votre rapport à la bande dessinée en général et plus précisément, que gardez-vous de ces années avec les humano associés ? Le souvenir d'une aventure créative, voilà, c'était des transfuges de pilotes, de Tintin. Ils en avaient marre
Ils voulaient faire de la science-fiction, quoi. C'était pile poil. Ils ont commencé en 75. Moi, je les ai rejoints en 76. Et en 77, Star Wars est sorti sur les écrans. La science-fiction, c'est devenu le b.a.-ba de tout le monde. Mais effectivement, c'était des vieux auteurs comme Möbius et Philippe Drouillet, Tardy, Mézières, mais ils voulaient passer le relais. Ils étaient sûrs qu'il y avait de la jeunesse, qu'il y avait des dessinateurs jeunes et qu'il fallait les publier. Et c'était à moi de les trouver. J'ai trouvé Margerin, j'ai trouvé Denis Cyr, avec Jean-Pierre Dionnet. On était Denis Cyr qui vient de nous quitter. On a trouvé Serge Clair, on a trouvé Yves Chaland. Voilà, des talents incroyables, les frères Schuiten de Belgique. Enfin voilà, tous ces jeunes créateurs, Béja, qui dessinent maintenant le Club des 5. Tout ça, c'était des trouvailles 100% métal. Et c'était une aventure indépendante. Voilà, Jean-Pierre Dionnet avait dit, le seul truc, on veut rester libre, on veut pas que Hachette nous rachète, on veut pas aller chez Gallimard, on veut faire nos conneries tout seul, voilà, indépendant. Et on a tenu 7 ans. Ce qui est pas mal. Les Beatles ont tenu 7 ans aussi. Donc, voilà, ils ont gagné plus d'argent. sans doute. Mais on a fait avec Métal Hurlant. Si vous retrouvez un vieux numéro de Métal Hurlant, jetez un œil dedans. C'est assez fabuleux. On n'avait pas de limite. Il y avait des délires graphiques. Il y avait une aventure. Voilà, je suis très fier de cette petite saga. Il y a des gens qui me disent j'ai lu tout le bouquin, sauf le chapitre sur Métal Hurlant. Bon, c'était rock aussi, c'était rock'n'roll de dire allez, on va se battre contre les gros, contre Dargo, contre Casterman. On n'est pas Tintin, on n'est pas Astérix, on va faire autre chose. On veut faire de la bande dessinée adulte, de science-fiction. Waouh, ça nous a occupé cette année bien remplie. Ce qui est dingue, c'est que vous aviez... J'avais 25 ans, ouais. C'est vertigineux. Qui n'a pas posé de question encore? Marc? Bonjour. Allez, Marc. Attendez, Marc, prenez le micro. La première, où je pense que tout le monde a déjà répondu. Plutôt la deuxième, parce que moi j'étais fanatique des grandes manœuvres. Et pourquoi pas sur Perfecto maintenant? Expliquez-nous ce que c'était les grandes manœuvres. Les grandes manœuvres, c'était une émission sur France Inter. Voilà, et qui était très très amusante. Enfin voilà, c'est Blanc-Francard avait été nommé chef à France Inter. Il avait une émission qui s'appelait Bananas. Et il m'avait dit, je te laisse l'émission, trouve un titre, les grandes manœuvres. Et voilà, donc ça a été une aventure, mais très très intéressante. J'ai fait beaucoup de radio. Après, j'ai fait La Voix du Lézard sur Skyrock. J'ai été le dernier présentateur de La Voix du Lézard avec Dionnet jusqu'en 89. Ça s'est arrêté. Après, ils sont virés complètement rap, ce qui leur a réussi d'ailleurs. On était les derniers à passer du rock sur Skyrock. Et puis après, j'ai eu plein d'aventures. J'ai eu des émissions sur RTL, sur Europe, sur France Inter. À un moment, un bonhomme est venu me voir en me disant « Et si on montait une radio Internet ?» Il n'avait pas de titre, il n'avait pas la musique. Donc je lui ai trouvé un titre, Radio Perfecto. Je lui ai donné mes disques à recopier pour faire le truc. Et puis, je me suis aperçu qu'on n'allait pas très bien s'entendre, que ce monsieur était pas... j'avais pas envie de le travailler avec lui. Voilà. Donc, je suis parti, je lui ai dit, je vais laisser tout. Je vais laisser la musique, le nom de la radio, et j'ai quitté l'affaire. Voilà. Mais ça, c'est des trucs qui arrivent, hein, c'est pas... Vous avez été journaliste de presse écrite, oui. de presse télévisée, de presse radio. Quel est le médium qui vous ressemble le plus? L'écriture, c'est l'écriture. Moi, j'ai fait de la télé parce qu'on m'a demandé, voilà, une dame m'arrête dans la rue, me dit, vous avez les cheveux longs, vous aimez le rock? Oui. Est-ce que ça vous intéresserait d'être dans une émission de télé pour raconter ça? Pourquoi pas? En plus, c'était payé 140 francs. Je pouvais aller acheter 4 disques. Moi, j'étais content, vous voyez. Voilà. 4 imports chez Musique Action. Non, mais j'étais très content. Mais c'est la presse écrite, le truc. Parce que la presse écrite rock, voilà, on parle tous, hein, quand on écrit ces choses-là, bah, c'est pour un copain imaginaire, un copain qui nous comprend, un copain qui partage nos émotions, qui sait la valeur d'un solo de guitare de Ron Ashton un soir dans un festival. Et c'est nos meilleurs amis imaginaires. Et donc on écrit, on est dans une relation unique. On donne tout ce qu'on a, et c'est ça devient une littérature. Bon, bah voilà,
Mais pour moi, la presse écrite, voilà, la radio, c'est un côté immédiat, génial. Alors qu'en presse écrite, vous dites, bon, alors j'ai trouvé un nouveau groupe, The Las Vegas, imaginez que vous entendez ceci, cela, voilà. En radio, vous dites, j'ai trouvé un nouveau groupe, vous le passez, tout le monde entend, tout le monde sait. Alors ça, c'est génial, c'est immédiat. L'aventure grosse tête que je fais depuis 2 ans, c'est dément, parce que je dis toujours, si les grosses têtes étaient en direct, on serait tous en prison. Mais c'est vrai, on y va le matin à 10h. Et puis la première fois où j'ai fait les grosses têtes, j'étais en face de Gad Elmaleh et de Bernard Mabille. À côté de moi, j'avais Isabelle Mergo. De l'autre côté, Chantal Latsou. Et il y avait Baffy. Je me dis, mais c'est juste les gens les plus drôles de France. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi Et c'était très bizarre. Et après, petit à petit, bon voilà, je me suis exprimé. Laurent Ruquier m'a beaucoup aidé à trouver ma place. Ma voix a commencé à être reconnue et ça se passe bien. Donc ça, c'est admirable. C'est un truc admirable. Mais vraiment, là, c'est sûr que l'écriture, voilà, quand j'écrivais ce bouquin, j'étais tout seul dans ma petite maison, dans la campagne française, et je commençais à 9h15 le matin et je finissais à 11h le soir. Et ça a duré pendant des semaines et des semaines. Et je ne pouvais plus parler à personne, j'étais entièrement dans mon livre. C'est un truc très bizarre. Hein. J'ai habité quelque temps avec une écrivain très connue. Et elle me disait, quand j'écris un livre, je peux parler à personne. J'ai dit que c'est vrai, on peut parler à personne. On est sur la planète mots. On est là à se dire, est-ce que là je mets une virgule ou un point là, et les gens nous parlent de choses et d'autres. On n'arrive plus à répondre. C'est très, sans drogue ni rien, je tiens à le dire. Mathieu, il y a une question que je trouvais très intéressante. C'était la question 15. Allez Mathieu. Allez, je me lance. Putain, Philippe. J'avais envie de dire putain avec devant oui, vous. Matt. Je sais pas pourquoi. Les interviews rentrent dedans. J'avais envie. Quel groupe de rock aujourd'hui vous excite encore, que ce soit en France ou à l'étranger? Il y a en France les Liminanas. Les Liminanas de Perpignan, qui sont un groupe monté par des disquaires. Lionel et Marie, qui étaient disquaires dans le sud, et à un moment ils ont fait venir des groupes dans leur magasin, et puis ils ont commencé les groupes dormaient chez eux, puis ils ont commencé à jouer, puis ils se sont découverts qu'ils pouvaient faire un groupe. Alors les Liminanas, c'est formidable. Il y a un petit groupe de rock en Bretagne qui s'appelle Cachemire, qui est vraiment bien aussi, qui fait du bon boulot. Il y a l'album de Yarol Poupeau qui va sortir ces jours-ci, je trouve ça très 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 bon disque, parce que très varié, avec beaucoup de funk et de la musique noire et du rock blanc, et ça fait un joli mélange. Vous serez pas déçus, et il faut juste se donner le temps de l'écouter. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Il y a des nouveaux artistes anglo-saxons aussi qui arrivent, et il y a des trucs comme The War on Drugs, qui est un nom de groupe formidable, qui fait quelque chose d'assez spécial, un peu comme si Kraftwerk rencontrait Neil Young. Ne vous sauvez pas, mais ça existe, c'est The War on Drugs, et c'est très intéressant. Il y a des nouveaux talents que moi j'essayais de lancer via Rock et Folk. Il y a Ty Segall, Jaco Gardner. Alors voilà, tous ces gens-là, je me dis à un moment, mais c'est sûr que les gens du hip-hop envoient du très très lourd, que le rock semble un peu marquer le pas, mais il faut chercher, il faut fouiller, et il y a des trucs. Il y a des trucs formidables. À Greta Van Fleet. Alors Greta Van Fleet, moi, ça me pose un problème. Ouais. Je vais aller voir au Zénith de quoi il retourne. Je trouve ça quand même très copié-collé de Led Zeppelin. Donc on a Airbourne qui fait du copié-collé AC/DC, Greta Van Fleet qui fait du copié-collé Led Zeppelin, Joe Bonamassa qui fait du copié-collé Clapton. Tu te dis, le rock à une époque, c'était pas ça. Alors on est peut-être rentré dans une nouvelle période où on est dans le classique, on fait tout le monde fait du classique rock, il faut continuer le classique rock, mais le rock c'était une tête chercheuse aussi, il y avait des gens qui cherchaient quoi. Là, bon, Greta Van Fleet, j'ai décidé, je vais les voir au Zénith à Paris, je pourrais répondre en sortant du concert. Est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup? C'est un groupe de Detroit quand même, donc si on ferme les yeux, on entend les Zepp. Ah, si on ferme les yeux, on entend les Zepp. Alors, est-ce que c'était ça le but du rock?
il y avait un côté créatif qui n'est plus là, quoi. Après, et c'est ça qui m'embête un peu. Parce que ça devient pas difficile. J'ai envie de dire, c'est presque mathématique aujourd'hui. Comment on peut encore innover avec une guitare, une basse, une batterie, 10 notes, et faire un truc qui n'a pas été fait sur les 50 ou 60 dernières années? Moi, je dirais que les peintres innovent avec les 3 mêmes couleurs primaires, depuis toujours. Hein? Joli. Je sais pas. Vous avez vu la réponse du chef Philippe. Non, mais moi, je pense qu'on peut, bien sûr. Et puis, je vais vous dire un truc, et préparez-vous à une vague rock quand mon fils, là, qui a 7 ans, là, quand il va prendre sa guitare et qu'il va décider, parce qu'il y a ça aussi qui va se passer. Dans une dizaine d'années, il va y avoir une vraie décision des gamins. C'est les gamins qui vont décider si le rock reste ou pas. Donc c'est à nous de les aider, de leur expliquer ce que c'était, le fabuleux vecteur de liberté que ça a pu être, parce qu'on a tout vu, hein, on a tout vu. Et c'est pas fini. Et donc je pense que ça va continuer. Et je sais pas, je pense que les gamins laisseront pas tomber le rock, parce que le rock, c'est la liberté. C'est pas des dictates, il n'y a pas des gens qui disent attendez, le rock, oh là là, c'est pas dans des petites cases. Le rock, c'est l'aventure. Il y a une esthétique rock qui est ultra présente dans la société. Ça, tout envahit. Le style rock, la façon de s'habiller, les dans couples, les films, même dans les pubs, c'est partout. Les magasins couples qui s'ouvrent dans toute la France, où en fait on achète des jeans noirs, collants, slim, des boots, enfin tout, c'est des choses qui étaient impensables il y a 25 ans, hein, même. Donc le rock est là, mais à mon avis, il va pas s'en aller comme ça. Et puis, moi, je vois des trucs, il y a encore de l'espoir, il y a encore Metallica qui tourne, il y a Muse, attention, hein, on a des poids lourds, Muse, ils vont faire 2 stades de France, et puis après, ils viennent à Bordeaux, je crois. Ouais, tout à fait. Et puis après, ils vont à Marseille, donc tu te dis, waouh, ils vont faire quand même 4 stades, ceux-là, hein, et c'est un groupe jeune. Donc c'est quand même rassurant. Il y aura quelque chose, ça va rester. Et puis ça n'empêche pas, je vous dis, ça n'empêche pas, Muse fait 4 stades et ça ne vous empêche pas de démarrer dans votre cave un truc balèze qui va peut-être partir aussi vers l'Amérique, parce qu'il y a ça aujourd'hui, tous les pays, les rockers, ça circule dans tous les pays. Avant, les rockers français jouaient en France. Moi, j'ai fait la première tournée américaine de Johnny Hallyday en 2014. Et à partir de là, j'ai vu Sébastien Tellier à Coachella, j'ai vu Air à Coachella. Quand même, le plus grand festival de Californie, quand tu vois Sébastien Tellier devant 50 000 personnes, moi j'ai écrasé une larme, quoi. Je me disais, mince, quoi, c'est beau, ça y est, on est là, quoi, on y arrive. J'ai vu Air, pareil, jouer à San Francisco, un événement colossal. Et donc, et il y avait Coppola qui était venu voir. Donc, tu te dis, on est en train de franchir les étapes, quoi. Déjà, il y a eu des années et des années où le rock, les Français, ils faisaient pas du rock. Là, aujourd'hui, on est devenu le groupe que tout le monde voudrait voir autour du monde. C'est un groupe français qui s'appelle Daft Punk. Et aujourd'hui, s'ils décidaient de faire une tournée, mais ce serait tous les stades de la planète. Donc, c'est quand même, on peut bomber le torse, quoi. Et ça, c'est de l'invention. Ça, c'est créatif. Ça, c'est autre chose. Ça correspond à tous les trucs qu'on attendait du rock à une époque. Ok, merci beaucoup Philippe. J'ai une dernière question. Allez-y. C'est comment d'être Philippe Manœuvre? C'est cool ou des fois c'est un peu plombant? Écoute, non, c'est pas plombant, hein, c'est vraiment cool. Franchement, vous êtes là. C'est impressionnant de voir à quel point les gens sont contents que ça existe, Philippe Manœuvre. Et donc moi, j'ai décidé que j'allais pas abîmer Philippe Manœuvre. Vous voyez, je bois plus d'alcool. Je me tiens bien. J'essaye d'être là à l'heure, à tous les rendez-vous. Parce que quand j'ai commencé ma carrière, il y avait beaucoup de dédicaces où je venais pas. Et donc ça m'a suivi pendant quelques années. Et après, quand vous avez commencé comme ça, il en faut des dédicaces où vous êtes à l'heure, le doigt sur la couture. Et j'essaye d'être digne de ce truc incroyable, cette notoriété qui me tombe dessus. Je suis un peu comparable à Chantal Latsou, qui est en train d'exploser à 70 ans. Les gens la découvrent, et moi, à 65, voilà que j'ai tout ce que je voulais depuis toujours. C'est bien tard, mais je dis merci, c'est fabuleux d'être Philippe Manœuvre. Alors prenez soin de Philippe Manœuvre. J'en prendrai soin, merci. Merci beaucoup. Et merci d'être venu. Merci pour les questions, vraiment impeccables, hein. Très très bonnes questions. Bon, cool. Merci à vous.